Nul ne voudrait vivre sans amis, même comblé de tous les autres biens. 2500 ans après que le philosophe Aristote ait rappelé comment l'amitié est centrale au bonheur de l'homme, il semble que les jeunes adultes en Occident aient de plus en plus de difficultés à entretenir de bonnes amitiés. Pourquoi l'amitié véritable est-elle une espèce menacée et comment la sauver? Antoine Pajot-Saint-Hilaire, doctorant en philosophie, vient en discuter amicalement avec nous aujourd'hui. Salut Antoine. Salut. Alors l'amitié, toi, est-ce que c'est important dans ta vie? Très important. Puis je pense que comme tu as eu raison de citer Aristote, c'est important pour toute vie humaine, effectivement. Toute vie humaine bien vécue, toute vie humaine heureuse doit porter attention à ses amis, puis doit cultiver l'amitié. L'amitié, pour Aristote, c'est une vertu. Hein. C'est donc une excellence proprement humaine. Puis de réaliser ça, de réaliser que l'amitié, c'est pas juste un plaisir comme un autre, c'est vraiment une excellence propre à ce que nous sommes comme êtres humains. Ça devrait nous inciter à y réfléchir davantage pour qu'on puisse cultiver des bonnes amitiés. Ariane? Mais il me semble que c'est pas quelque chose dont on tient compte tant que ça. Mettons, quand on prend des grandes décisions pour nos vies, qui est-ce que je vais marier, ça va être quoi mon travail, dans quoi je vais étudier, tout ça. La question d'avoir des amis ou peut-être de choisir un endroit où habiter ou qui va être favorable à la création d'amitié, il me semble que c'est quelque chose qu'on écarte. Est-ce que c'est qu'on le prend pour acquis ou est-ce que c'est qu'on n'y accorde pas assez d'importance? Mais je pense que c'est qu'on prend ça pour acquis, effectivement, comme tu dis. On pense que les amitiés, ça va suivre toujours. Au fond, on sait que, je dirais comme ça, on sait que l'amitié, c'est important. Et donc, on n'y pense pas. C'est comme si on a réglé la question de l'amitié un peu implicitement. Donc, on ne veut pas y réfléchir puis accorder l'importance que ça devrait avoir. Donc, c'est pour ça, je pense que ça ne vient pas, disons, thématiquement puis explicitement dans nos réflexions, du moins. C'est ce que je pense que les nouvelles générations sont en train d'expérimenter. Oui, bien justement, là, est-ce que c'est vrai que les nouvelles générations auraient moins d'amis? Parce qu'on pourrait penser qu'avec les réseaux sociaux, on pourrait penser au contraire que les amitiés se sont multipliées. Oui, on pourrait penser ça, puis je voudrais qu'on en dise un mot tout à l'heure des réseaux sociaux, mais c'est frappant quand on compare la génération des boomers, des X et des milléniaux, que les milléniaux se sentent beaucoup plus seuls. À peu près 2 fois plus de milléniaux disent se sentir seuls, souvent ou tout le temps. Les Y, est-ce qu'on a des chiffres pour les Y? Aristote n'a pas documenté statistiquement, je pense, dans son éthique à Nicomaque. Mais la vie, disons, la vie civique grecque est une vie beaucoup moins solitaire. Non, je voulais dire la génération Y, pas les Grecs. La génération Y. Moi, j'avais pas vu les Grecs. Je sais pas, les Grecs, les Y, ce qu'il y en est. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un gain de sentiment de solitude. Et pourquoi? Avec les milléniaux. Ma spéculation, c'est que les milléniaux savent moins comment se faire des amis et savent moins comment cultiver ces amitiés-là parce que la société dans laquelle ils vivent travaille contre les dispositions qu'il faut acquérir et développer pour pouvoir cultiver ces bonnes amitiés-là. Ça, c'est ma spéculation d'aujourd'hui. Ta thèse, oui, mais j'aurais besoin que tu me l'illustres un peu. Quelles sont ces dispositions que notre culture attaque et qui, normalement, favorisent l'amitié? La première chose, pour avoir des amis, c'est pas sorcier. Il faut faut être porté vers autrui. Il faut vouloir aller vers l'autre. Et ça, c'est déjà pas gagné et c'est, je pense, menacé par certaines caractéristiques de notre époque. La deuxième chose, c'est que pour être un ami, ou du moins pour être un bon ami, il faut vouloir le bien d'autrui. C'est pas seulement d'aller vers l'autre. On peut aller vers l'autre sans vouloir son bien. C'est de vouloir le bien d'autrui. Et je dirais la troisième étape, vraiment pas pour seulement avoir un ami, mais pour avoir un bon ami et être un bon ami, il faut vouloir le bien de l'autre pour le bien de l'autre et non pas pour faire de l'argent, par exemple. Par exemple. Exactement. Et donc, et ça, c'est des dispositions envers autrui qu'il faut cultiver puis développer pour pouvoir être un bon ami. Je pense qu'il y a aussi des dispositions envers soi-même qu'il faut cultiver puis développer pour être un bon ami. Notamment, je dirais comme ça, simplement, ne pas trop s'aimer soi-même. Pas être trop plein de soi. De la même façon qu'on dit, par exemple, si on parle, par exemple, entre chrétiens du jeûne, on va dire, il ne faut pas être trop plein de soi. Si on veut être plein de Dieu, il faut se vider de soi un peu. Bien, un peu la même chose va avec les relations avec autrui. Si on est trop plein de soi-même, sinon on est trop plein de moi, du je, bien, on a de la misère à ce que l'autre ait une place. Il faut s'intéresser à l'autre. C'est ça, il faut s'intéresser à l'autre. Il faut être capable de se décentrer de notre moi, de notre ego. Il faut aussi ne pas penser, et ça, c'est une grave erreur, je pense que c'est une erreur intellectuelle qui est cultivée par notre époque, il ne faut pas penser qu'on est des êtres autosuffisants.
Il ne faut pas penser qu'on se suffit à nous-mêmes puis qu'on n'a pas besoin des autres. Ça, c'est quelque chose qu'on entend dans une espèce de vertu populaire, là. Moi, je n'ai pas besoin de personne. Ce genre de déclaration-là qu'on entend assez souvent. On veut être indépendant. On ne veut pas avoir besoin des autres. On ne veut pas avoir besoin de sa femme. On ne veut pas avoir besoin de son mari. On ne veut pas avoir besoin de ses enfants. On ne veut pas avoir besoin de ses grands-parents. On ne veut pas avoir besoin de la génération précédente. Il y a une tentation dans notre monde à se dire autosuffisant puis à vouloir vivre indépendamment des autres. Si c'est notre disposition par rapport aux autres, ben bonne chance pour se faire des amis, parce que pour avoir des amis, mais faut d'abord sentir le besoin des amis. Pourtant, là, je l'ai dit tout à l'heure, dans les réseaux sociaux aujourd'hui, surtout Facebook, tout le monde se dit ami. Mais on sent bien là, que c'est peut-être pas ça la véritable amitié. En tout cas, moi, j'ai plein d'amis Facebook que j'ai jamais rencontrés une fois dans ma vie. Exact. Ce serait quoi une bonne ou une saine, une vraie amitié? La question à 100 $, comme on dit. Mais une bonne, une vraie amitié, Aristote fait des distinctions en différents types d'amitié. Ouais. Il dit, bon, il y a cette amitié un peu diffuse dans la communauté civique, sociale, politique. Ça, c'est l'amitié civique. Il y a l'amitié utilitaire, des saines relations avec les gens avec qui on a des transactions dans nos vies, etc. Des collègues de travail, par exemple. Des collègues de travail, par exemple. Et j'ai dit transactions, disons, le commerce au sens un peu plus ancien. Et il y a finalement des amitiés pour le plaisir et la vraie amitié. Le sport, par exemple. Le dans sport, le sens que les gens avec qui je joue au volleyball ou au tennis, c'est peut-être pas ceux à qui je confie ma vie, mais on se retrouve ensemble, on joue ensemble. Oui, une partie de billard, un barbecue de quartier, bon. Mais il y a des amitiés pour la vertu. Et ces amitiés-là, c'est des amitiés au sein duquel on veille vraiment au bien d'autrui, puis autrui veille à notre bien, puis on s'encourage à développer une bonne vie. Là, je suis un peu mêlée. Tu as dit plutôt que l'amitié était une vertu, puis là, tu parles de l'amitié en vue de la vertu. Là. Oui. Peux-tu démêler ça? Ben, c'est qu'il y a différentes vertus. Alors, la vertu, par exemple, de modération, elle est différente de la vertu de l'amitié. Mais Aristote pense que si on est des bons amis, on va pouvoir s'exhorter à devenir, par exemple, plus modéré, ou plus juste, ou plus courageux. Mais ça reste une relation aussi, l'amitié. C'est une relation excellente ou une excellente relation. C'est comme ça que je dirais. Est-ce qu'il y a des mauvaises amitiés qui seraient néfastes ou toxiques? Des fois, on entend dire ça. Là, moi, j'ai fait du ménage dans mes amis. Oui. Bon, ça, c'est quelque chose d'assez... c'est intéressant comme question, parce que le langage de la relation toxique, qui peut avoir qui a sa place, je veux juste le dire, a sa place. Il y a des relations qui sont malsaines. Il y a des relations où est-ce que les gens utilisent l'autre personne. Et là, la dignité de la personne est vraiment bafouée. On ne peut pas dire que ce sont des relations saines. Par contre, dans une vraie amitié, si on veut vraiment cultiver des relations, des bonnes relations, des relations qui visent la vertu, il faut être capable d'être fidèle, par exemple, en amitié. Et ça veut dire que, je vous disais, si la vertu, c'est une excellence, ça va venir avec des exigences. Je pense que l'exigence de fidélité est là. Si votre ami souffre, ben, vous avez une responsabilité à son égard de l'épauler, par exemple. C'est pas toujours agréable d'avoir des amis qui sont dans des situations difficiles. Être un bon ami avec quelqu'un dans une situation difficile, ça veut dire partager ces souffrances-là puis essayer de l'aider à traverser ces périodes de souffrance. Et là où est-ce que je pense que le langage de la relation toxique peut être problématique, c'est qu'on vient à considérer l'amitié, je pense, comme Aristote dirait, une simple amitié de plaisir. Et à ce moment-là, lorsqu'il y a du déplaisir, lorsqu'il y a de la peine dans l'amitié, on veut s'en écarter, on veut s'écarter de cette relation-là parce qu'elle est plus agréable du tout. C'est là qu'on teste nos vrais amis. Exactement, c'est ça. Donc, un vrai ami, un bon ami, c'est un ami fidèle. Mais au nom d'une relation toxique, on peut facilement déclarer qu'une amitié qui vit une phase houleuse de par des souffrances, on sort la carte de la relation toxique pour s'écarter de cette amitié-là. Et c'est à ce moment-là, je pense que si on analyse correctement, on se rendrait compte que la personne qui se retire d'une amitié en disant que c'était devenue une relation toxique parce qu'elle ne voulait pas accompagner son ami dans ses souffrances, bien, est en train de révéler que finalement, elle se servait de cette personne-là pour avoir une vie agréable. Et du moment où est-ce que ce plaisir de l'amitié-là est disparu, bien, la relation se défait. À ce moment-là, c'est qui est toxique? Donc, c'est ça que j'aimerais poser comme question. Donc, je ne veux pas nier qu'il y a des relations toxiques puis des relations abusives. Il y en a toujours eu, il y en aura malheureusement, je crois, toujours. Mais ce langage de la toxicité me semble pouvoir être utilisé pour se défaire des relations qu'on trouve trop difficiles, trop exigeantes. Mais l'amitié, ça devrait être exigeant, pas toujours plaisant.
J'aimerais ça demander autour de la table si vous avez eu des expériences comme ça, soit des amis qui vous ont supporté dans des périodes difficiles ou à l'inverse, vous, des moments où vous avez été présent pour des amis, puis où c'était pas tout le temps le fun, tu sais, puis qu'est-ce que ça vous a apporté? Ben, je peux débuter. C'est sûr que la Je lecture... pense qu'avec votre histoire, vous Ben, je devez en pense que avoir. la lecture de mon livre va vraiment démontrer l'importance d'une amitié sincère et puis d'une amitié réelle. Puis, moi, la complémentarité dans l'amitié est importante. Hein. On s'entraide, fait qu'on s'apporte des choses différentes. Fait que moi, je crois beaucoup à l'amitié. Puis, je vais citer un célèbre personnage, Simon Lessard. Dans la dernière revue, mais ça m'a touché. C'est comment puis-je être heureux? C'est une question qu'on peut se poser, mais j'ai beaucoup aimé que tu dis on devrait plutôt se poser la question comment pouvons-nous être heureux? Puis je trouve que ça représente bien l'amitié. Aspect communautaire de la vie humaine. Moi, je peux dire aussi que je pense que moi, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Donc, les amis prennent une importance peut-être encore plus grande. Évidemment, j'ai des parents, j'ai des frères, là. Mais il me semble que je sens ce besoin que mes amis ne soient pas juste des partenaires de jeu ou de divertissement, de loisirs, mais vraiment des gens avec qui j'ai une relation signifiante, de partage, pour moi, c'est très important. Oui, bien, j'irais dans le même sens en disant, par rapport aux nuances qui ont été, les distinctions qui ont été apportées, moi, l'amitié véritable, là, et je peux dire que je la vis. D'abord, c'est rarissime. Il faut comprendre que c'est rarissime. Alors, je vais me permettre de répondre à la question des statistiques pour les Grecs. Aristote écrit quelque part que ce type d'idéal de liens humains, ça se rencontre un couple par je ne sais pas combien de générations. Et la statistique est claire. On parle d'un idéal de liens humains qui est un idéal. Maintenant, un idéal qui peut se réaliser, mais du moins partiellement. Et le truc pour moi qui m'impressionne quand je pense à mes quelques relations d'amis véritables, c'est la gratuité. C'est aimer l'autre pour ce qu'il est et d'éprouver la même chose en retour. Alors là, vraiment, quand on éprouve ça, c'est quelque chose de formidable. La fidélité, bien sûr, mais la fidélité, ça s'éprouve au fait qu'on passe à travers l'épreuve. Et la plus grande des épreuves, c'est la vérité, être vrai. L'ennemi de l'amitié, c'est la flatterie. Et j'ai un souvenir d'un événement où, avec un ami, j'ai dit ce que je pensais être vrai, qui m'a poussé à faire un geste que, d'une certaine manière, je regrette aujourd'hui. Mais mon amitié avec cette personne est encore plus forte qu'avant. Et ça fait partie des roches, des choses très stables qui me font éprouver ce genre de choses. Et puis, pourquoi c'est pas très populaire? Bien parce qu'effectivement, ce qu'on appelle la recherche de la vertu, c'est fondé sur ce que les anciens appelaient la noblesse d'esprit. Alors, c'est une relation qui se cultive à travers la raison, qui vient gérer l'affection. C'est pas un déni d'affection, mais c'est une manière de vivre les liens humains. Oui, ça existe. C'est très, très, très difficile à atteindre, mais c'est bien d'avoir la cible pour qu'on puisse chercher à l'atteindre. Antoine Pajot-Saint-Hilaire, là, avant qu'on termine cette chronique, je veux quand même te donner l'occasion de nous donner quelques remèdes pour l'amitié dans notre culture, notre société actuelle. Parce que là, tout à l'heure, tu nous as dit l'égocentrisme, l'individualisme, différentes choses comme ça de notre époque font que c'est plus dur de se faire des amis. Donc, qu'est-ce qui serait le bon remède? Bien, je dirais le remède par excellence, ça serait littéralement de viser à infuser la charité dans notre amitié. Si on aime avec charité notre ami, en les Grecs différentiels la charité de l'amitié, mais si on aime avec charité, rappelons-nous ce que saint Paul dit sur la charité dans l'hymne à l'amour, le fameux hymne à l'amour. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour aime le vrai. Hein, comme disait Louis-André. Donc, cultiver ces dons de la charité, ces qualités de l'amour charitable dans nos amitiés vont nous aider à combattre les tendances égoïstes de la société qui font en sorte qu'on a de la misère à être des bons amis, puis à être fidèles en amitié, puis à cultiver ces beaux liens humains-là. L'autre chose que je dirais, c'est une mise en garde. Il faut faire attention au virtuel. On n'a pas parlé beaucoup, mais je pense que les milléniaux se disent très gênés entre eux. On a de la difficulté à s'approcher les uns les autres. Hey, on a de la misère à se parler au téléphone. On a de la misère à se parler au téléphone. Il faut que ça passe par un texto, par un courriel, par les plateformes de réseaux sociaux. Toujours cette distance-là. Puis ça, mais ça nous aide pas parce que ça donne des habitudes, puis on n'est plus habitué à se parler en vrai.
On est moins transparent. On est moins transparent. Toujours, et tout est filtré. Toujours le filtre, toujours l'apparence. Donc, si on veut cultiver des vraies relations, faire attention. Je ne dis pas détruisez votre compte Facebook nécessairement. Peut-être que dans votre cas, c'est ce qu'il faut faire. Mais faire attention, une bonne mise en garde avec tout ce qui est réseaux sociaux, technologies, etc., qui font je pense, qui minent nos relations. Et appelez-moi technophobe si vous le voulez, je le suis. Il faut absolument faire attention à ça. Puis la dernière chose, je dirais par rapport à la charité, mais c'est de trouver des espaces pour cultiver cette charité-là. Si vous avez une expérience d'une communauté, d'une vie en commun qui est bonne, bien, embrassez-la puis cultivez-la. Si vous allez dans tel groupe puis c'est là que vous vous sentez bien, c'est là que vous sentez que les relations sont riches, qu'elles sont saines, qu'elles sont vraies, bien, continuez à y aller. Cultivez cette expérience-là. Il ne faut pas négliger le rôle de l'habitude. Donc, le rôle de l'habitude, quand c'est négatif, il faut faire attention. Quand c'est positif, il faut cultiver. Donc, ce serait ça mes trois remèdes. Je sens qu'il va falloir aller poursuivre cette conversation amicale autour d'une bonne bière. Antoine Pajot-Saint-Hilaire, doctorant en philosophie, merci beaucoup. J'ai très hâte de te réinviter à l'émission. Ça fait plaisir, merci.